13 ans, on était déjà vite plus, plus mature, si vous voulez. On était au courant de toutes les rafles, et encore, on ne savait pas ce qui nous attendait au bout. Hein, mais bon, je vous avoue que dès que je suis arrivée, je voulais repartir. Parce que bon, j'avais quitté mes parents la première fois de ma vie, je me séparais de mes parents. Dans un milieu rural moins que confortable à l'époque, hein, c'était pas très très. Et je n'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison. Et j'ai voulu téléphoner tout de suite à mes parents pour qu'ils viennent me chercher tout de suite, parce que vraiment je paniquais. Et bon, Madame Papeau m'a accompagnée à la poste, elle a voulu me faire plaisir. J'ai téléphoné à mes parents, j'ai laissé un message à la poste, eux, parce que mes parents n'avaient pas de téléphone. Ma mère a reçu ce message, vite elle a couru à la poste, malgré le danger qu'il y avait de circuler à l'époque dans Nice. Et elle m'a dit, écoute patiente, dès que les choses s'arrangeront un tout petit peu, on viendra te rejoindre. Mais patiente, patiente 15 jours. J'ai patienté 15 jours, j'ai patienté 6 mois, j'ai patienté 1 an. Je me suis habituée. Et après, Madame Papeau, avec sa gentillesse, sa patience, elle m'a réconfortée, elle a essayé de me changer les idées, voilà. Bon, et puis je me suis faite, vous savez, quand on est jeune, on se fait peut-être plus. D'abord, je ne savais pas que Madame Papeau était très active dans la résistance, en fait, parce qu'elle communiquait très, 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 très souvent avec Aurillac, et d'Aurillac, il y avait cette dame, j'ai oublié le nom, de la préfecture, qui l'avertissait à chaque fois quand il y avait du danger, quand il y avait des colonnes de SS qui passaient ou d'Allemands, hop, on prenait des sacs à dos avec un morceau de cantal, un morceau de paille de pomme, et on partait pour la journée dans les bois, se cacher. Tous les jeunes de Siran et les illicites. J'étais dans le secret. Voilà, je savais par exemple que mon cousin était caché au premier étage, sa sœur était au rez-de-chaussée avec nous, mais personne, à part ma mère et moi, personne ne savait dans la maison que le cousin était là-haut. Donc voilà, j'étais dans le secret. Lorsque les Allemands devaient passer devant la maison sur la nationale, j'étais chargé d'emmener tout le monde à 4-5 km de là, et on se cachait sur les bords de la Serre. Il y avait deux enfants, une adolescente et un grand adolescent, mon cousin. Mais il n'y avait pas que les enfants, il y avait des adultes. Il y avait la mère de mon père et un de ses fils. J'en oublie un qui n'était pas chez nous, mais que ma mère a fait venir. C'était un dentiste qui a passé toute sa guerre à faire du charbon de bois dans les forêts autour du village. Quand moi je suis arrivée, il y avait Nicole Riflet, qui était la filleule, mais catholique, de Madame Papeau. Il y avait la petite Jacqueline, et Mo, Papeau et Henri. Elle était... Ce n'est pas son catholicisme qui a agi. C'est qu'elle avait bon cœur. C'est que c'était une femme de cœur, c'était une femme qui s'occupait des autres. Nous habitions dans une maison qui appartenait au chef de la Légion de ce petit village.
Et le chef de la Légion, au départ, ne savait pas, évidemment. Et puis un jour, il a dû apprendre, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, comme beaucoup, qu'il y avait là-dedans des enfants et des adultes qui n'avaient rien à y faire, d'après lui. Et alors là, je me rappelle, parce que ça s'est passé devant moi, ma mère lui a dit un jour, donc ma mère très espagnole, très profondément espagnole, elle lui a dit un jour, Monsieur Balthazar, je vous préviens que s'il arrivait à la moindre des choses, à un des enfants, à un des adultes qui sont chez moi, j'arracherai de mes mains les yeux de vos enfants. Il a dû la croire, parce qu'il n'a pas mangé. Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors, la lune se taisait comme vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. On me dit à présent que ces mots n'ont plus goût, qu'il vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sang sèche vite en entrant dans l'histoire, et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Mais qui donc est le taille à pouvoir m'arrêter? L'ombre s'est faite humaine aujourd'hui, c'est l'été. Je twisterai les mots s'il fallait les twister, pour qu'un jour les enfants sachent qui vous étiez. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres, tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiriez la nuit de vos ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. Bien. Madame le maire, mesdames, messieurs, chers amis, nous allons entamer maintenant cette cérémonie et je vais d'abord céder la parole à Madame le maire qui nous accueille dans cette superbe mairie. Je vous en prie. Merci. Madame Bessis, responsable des chargés de recherche sur l'affaire politique de l'ambassade d'Israël, Madame Viviane Saül et Monsieur Alain Hadif, délégués du comité français pour Yad Vashem, chers collègues, mesdames et messieurs, chers amis et cher Henri. C'est avec vraiment beaucoup d'émotion que nous sommes réunis aujourd'hui dans cette cérémonie, organisée par le comité français pour Yad Vashem, pour la remise de la médaille des Justes à Henri Papeau, en hommage à sa mère, Amparo Papeau, qui, par son action courageuse pendant la Seconde Guerre mondiale, a permis de sauver des Juifs au péril de sa vie. Cet acte de bravoure nous renvoie à une des périodes les plus noires, les plus effroyables qu'ait connue l'Europe au XXe siècle, qui s'est soldée par des millions de morts, dont 6 millions de Juifs, provoqués par la folie meurtrière et barbare des nazis. Jeune mère, veuve de Jacob Papeau, Amparo Papeau décide de quitter Paris en 1941 pour se rendre dans le Cantal, où vit une partie de sa famille, afin de protéger son fils unique, Charles-Henri. Nous, on le connaît sous le nom d'Henri, mais c'est Charles-Henri, son vrai prénom, enfin son prénom de naissance. Elle part de la capitale en taxi, comme le raconte ce dernier, pour rejoindre la province. C'est une femme de caractère, une croyante fervente, dotée d'un optimisme hors pair et d'une grande générosité. Amparo Papeau va activement s'engager et participer à organiser la solidarité pendant cette période d'occupation. C'est tout naturellement que, n'écoutant que son courage, elle va accueillir une partie de sa belle famille d'origine juive et organiser l'accueil d'enfants dans les familles du Cantal. Bravant la répression allemande, elle va contribuer ainsi au sauvetage de plusieurs personnes, dont Madame Liliane Frangy, présente parmi nous aujourd'hui et que je salue très chaleureusement. Ce qu'a fait Amparo Papeau, qui nous sera détaillé dans un instant, c'est en fait de s'élever contre l'injustice, l'oppression, comme l'ont fait des milliers d'autres hommes et femmes entrés en résistance, souvent au péril de leur vie. La déportation en France a touché 142 000 personnes, parmi lesquelles 76 000 juifs, hommes, femmes et enfants.
Et je tiens à saluer le mémorial de la Shoah, érigé à Paris pour leur rendre hommage, sur lequel figurent leurs 76 000 noms, ainsi que le mémorial à Drancy, qui vient d'être inauguré par le président de la République avant-hier. Chaque année, notre ville, lors de la cérémonie à la mémoire de la déportation, s'associe à l'hommage rendu à la mémoire des Français qualifiés de justes. Nous sommes vraiment très honorés, aujourd'hui, de rendre hommage à l'une d'entre elles. Permettez-moi également de saluer la mémoire d'une autre juste, habitante de Malakoff, Eugénie Labol, qui, avec un grand courage également, a sauvé une famille constituée de 11 adultes et 6 enfants en les hébergeant chez elle. Le diplôme d'honneur des Justes des Nations lui a été décerné en 2004. Oui, il est toujours essentiel de se souvenir, pour que jamais l'usure du temps ne vienne effacer de notre mémoire collective l'insupportable barbarie nazie. Il importe de comprendre comment celle-ci a réussi à prospérer tout à la fois sur le terreau d'un antisémitisme historiquement enraciné et sur les plaies d'une Europe minée par les séquelles de la crise, du chômage de masse, de la guerre et des nationalismes exacerbés. Le devoir de mémoire que nous menons à Malakoff avec nos partenaires de la communauté éducative, les associations d'anciens combattants, que je remercie d'être présentes aujourd'hui, d'anciens combattants, déportés et résistants, auprès des jeunes générations est essentiel pour leur permettre d'avoir des repères qui aident à se construire, à agir pour la liberté, la démocratie et à faire du devoir de mémoire un devoir d'avenir. Qui peut dire aujourd'hui que les messages de vigilance ne sont pas d'actualité face aux dangers que font peser les intégrismes, les racismes, les nationalismes sur la paix dans le monde et la démocratie? Oui, le monde a besoin de justice, de développement, de culture de paix, et il nous appartient à tous et à toutes ensemble d'agir pour préserver une société de tolérance, de fraternité, de solidarité, de justice, pour un monde de paix, de coopération et d'amitié entre les peuples. Voilà ce que je souhaitais vous dire, pour vous souhaiter aussi la bienvenue à tous et à toutes, et pour ouvrir cette cérémonie d'hommage en la mémoire d'Amparo Papo, une juste, qui a séjourné à la fin de sa vie au foyer résidence Joliot-Curie et qui est enterrée au cimetière de Malakoff. Merci, Madame la maire. Bien, vous devez vous demander ce que signifie le terme Yad Vashem. Et Viviane Saül, qui est déléguée également du comité français Yad Vashem, va tenter de vous l'expliquer. Voilà. Je vais essayer de faire de mon mieux. Le mémorial de Yad Vashem a été créé le 12 mai 1953 à Jérusalem sur le mont du Souvenir. Il rend hommage aux justes parmi les nations. Son but est de perpétuer la mémoire de 6 millions de Juifs de 21 pays d'Europe sous domination du Troisième Reich qui furent anéantis, exterminés par les nazis et leurs complices. Il honore l'héroïsme des Juifs qui ont combattu sur tous les fronts durant la tragédie de la Shoah. En France, 76 000 Juifs furent déportés, dont 11 400 enfants. Seuls 2 550 revinrent des camps d'extermination. Aucun enfant ne se trouvait parmi les survivants. Ceux qui ont survécu le doivent la plupart du temps à tous ceux qui sont restés dans l'ombre, à tous ceux qui ont combattu dans les rangs de la résistance, mais aussi grâce à des hommes et des femmes non juifs, comme Amparo Papo, qui firent un choix très différent, celui d'écouter leur conscience. Ils se sont dressés contre les mesures anti-juives qu'ils ressentirent comme ignobles et déshonorantes pour notre pays. Ces inconnus qui les ont accueillis n'exigeaient rien à l'époque. Ils estimaient avoir accompli leur devoir. C'est avec naturel et simplicité qu'ils sont venus au-devant des personnes en danger. Ils ont déployé en leur faveur toute leur énergie et leur imagination. En un temps où il n'était pas bien vu de fréquenter des Juifs, encore moins de les aider, alors que la majorité de la population était au mieux passive ou indifférente. Ils firent alors des gestes qu'ils relevaient pour eux de l'évidence. Ils cachèrent, hébergèrent, nourrirent ceux que la barbarie nazie et leurs complices, guidés par une haine aveugle, voulaient exterminer. Ces gestes simples sont des actes exemplaires de résistance dont nous devons nous souvenir. Ces justes ont non seulement sauvé des vies humaines, mais ils ont incarné l'honneur de l'humanité
qui grâce à eux n'a pas totalement sombré à Auschwitz. Célèbres ou anonymes, ces héros étaient de tous âges, de toutes origines, de toute appartenance religieuse et politique et de tous milieux sociaux. Ces hommes et ces femmes d'honneur avaient pour dénominateur commun le respect des valeurs morales, le rejet du fascisme et le courage d'agir malgré les risques encourus. Arracher des Juifs à l'extermination ne fait pas seulement une addition d'actes individuels extraordinaires, mais aussi le résultat d'actions collectives. Yad Vashem a exceptionnellement décerné un diplôme d'honneur aux habitants du Chambon-sur-Lignon et des communes voisines qui ont sauvé de nombreux Juifs, au village de Nieuwland aux Pays-Bas, au réseau Zegota en Pologne et au royaume du Danemark pour son action de résistance. À Jérusalem, l'allée des Justes avec ses milliers d'arbres et le jardin des Justes avoisinant rappellent le nom des médaillés. La mission du département des Justes est d'honorer ces Justes parmi les nations, de leur exprimer la gratitude du peuple juif et de l'État d'Israël. Cette mission connaît malheureusement des limites inévitables. En effet, et en dépit de la persévérance de Yad Vashem et des efforts des volontaires qui l'assistent, tous les Justes ne pourront pas être identifiés avec certitude. Les témoins directs sont de plus en plus rares. Ce sont maintenant les enfants, et même parfois les petits-enfants, qui reçoivent la médaille et le diplôme au nom des Justes nommés à titre posthume. À ce jour, plus de 24 500 médailles ont été attribuées dans environ 30 pays, dont plus de 3 650 en France. Un monument au Juste inconnu a été érigé sur le mont du Souvenir à Yad Vashem, Jérusalem. Une plaque portant le nom du sauveteur sera dévoilée dans le jardin des Justes. Ce nom sera également gravé dans l'allée des Justes au mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy-Lanier à Paris. Dans le hall des noms de Yad Vashem à Jérusalem sont recueillis les témoignages concernant les victimes qui ont péri dans les camps d'extermination et qui n'ont pas de sépulture. Leurs noms y sont inscrits à jamais et ne seront pas oubliés, malgré les efforts de ceux qui tentent de pervertir l'histoire et de nier la Shoah. Dans un monde où les discours, les actes de haine, de xénophobie, d'antisémitisme et de diabolisation d'Israël progressent chaque jour davantage, où l'enseignement de la haine se propage sans réaction de la part des nations, aujourd'hui où ces messages conduisent insidieusement à des actes barbares et des crimes contre des hommes, des femmes et même, de nouveau, sur des enfants sur notre sol parce qu'ils sont juifs, il est facile de glisser dans la haine et l'antisémitisme. Combien de vies peuvent être brisées par l'ignorance ou le fanatisme? L'intolérance, le racisme ne peuvent servir de base à quelque société que ce soit. Tout autour de nous, dans le monde, ces principes sont utilisés par des pouvoirs dictatoriaux ou soi-disant démocratiques, par des groupes sectaires ou intégristes pour justifier arrestations, massacres et génocides. Les valeurs qu'ont incarnées les Justes hier nous rappellent à nos responsabilités aujourd'hui, défendre les valeurs de justice et de paix. Le Comité français pour Yad Vashem que nous représentons est une association française laïque et républicaine, régie par la loi de 1901, fondée en 1989. Constituée presque exclusivement de bénévoles, elle est chargée de faire connaître et d'honorer les Justes parmi les nations de France et de soutenir le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem dans sa mission de mémoire et d'enseignement. Le Comité français pour Yad Vashem bénéficie du soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. Il fait également appel à la générosité du public pour mener à bien ses missions. Bien, Madame Frangy va nous lire maintenant comment s'est déroulé le sauvetage, son sauvetage. Je vous en prie.
Mesdames, Messieurs, chers amis, celles et ceux qui me connaissent savent bien que je n'ai jamais parlé en public, même devant un auditoire restreint composé seulement de familiers. Vous imaginez donc mon état d'esprit quand il m'a été demandé de prononcer quelques mots à l'occasion de la cérémonie qui nous rassemble ce matin. C'est pourquoi je vous prie d'excuser d'avance mes hésitations, les oublis ou les erreurs que je risque de commettre. Nous sommes ici pour saluer la mémoire d'Amparo Papo. Il s'agit d'un hommage solennel, certes, mais il faut également que ce soit notre salut affectueux à une femme qui sut rassembler beaucoup de gens différents les uns des autres et en fit des amis décidés à œuvrer dans le même sens. Ce matin, c'est encore elle qui nous réunit, et bien que nous soyons différents les uns des autres, notre seule présence ici fait de nous des amis. Amparo était née en 1896 à Cuba, dans une vieille famille catholique de La Havane. Elle portait alors le nom d'Amparo de los Remedios Otero. Je ne sais ni quand, ni comment, ni pourquoi elle est venue en France. Henri, son fils, ou Emo, son neveu, nous le dirons certainement tout à l'heure. En revanche, je sais qu'elle s'y marie en 1931 à Jacob Papo, juif bulgare, réfugié à Paris, quand 1932 naît leur fils Henri et que Jacob meurt l'année suivante. À Paris, Amparo est modiste, c'est-à-dire qu'elle confectionne des chapeaux, une activité qui l'aidera à subsister quand, une fois la Seconde Guerre venue et son cortège de malheur, elle se réfugie dans le Cantal avec Henri. Elle s'installe à Siran, un village où habite déjà la belle famille de Mathilde, sa sœur décédée, qui avait épousé Louis Espalieu, originaire de la commune. Avec le fruit de son travail, les chapeaux qu'elle vend ou qu'elle échange contre de la nourriture ou des biens de première nécessité, elle accueille de nombreux juifs, les cachant chez elle ou à proximité, aidés par la famille Espalieu-Vessière. Arrive d'abord Victoria Papo, sa belle-mère, puis Albert Papo, son beau-frère, et la fille de celui-ci. Enfin, la petite Jacqueline, sa nièce, et encore, fin 1942, son neveu Haïm, que nous appelons Emo. Et un peu plus tard, Berthe, mère de Jacqueline et de Emo. 6 clandestins en tout. J'ai dit 6. En fait, nous nous sommes retrouvés 7 quand je suis arrivée à Siran, en 1943. Et puis 8 avec Nicole Riflet, non juive, elle, que ses parents avaient confiée à Amparo, sa marraine de baptême. Les générations d'après-guerre imaginent-elles ce que pareil dévouement exigeait d'abnégation, de sacrifice, de mortels dangers et de tranquille courage de la part d'Amparo Papo et de ses semblables. J'avais 13 ans, j'arrivais du pays niçois où mes parents vivaient clandestinement. Ils avaient appris qu'une filière d'accueil existait qui plaçait des petits de Marseille ou de sa région dans des familles du Cantal. Parmi eux, certains étaient juifs. Mes parents me confièrent à cette organisation. Sachant qu'un transport d'enfants était en cours de préparation par le service des réfugiés du Cantal, dont l'un des responsables était résistant, Amparo avait convaincu un instituteur de Siran, Henri Gindre, résistant lui aussi, et quelques habitants du village de participer à cette opération. C'est ainsi que je suis arrivée chez elle, qui me présenta comme une petite catholique. Je n'avais que 13 ans, mais je me suis vite rendu compte de la formidable personnalité de ma protectrice, tant elle avait réuni de bonne volonté autour d'elle. Elle avait vite compris qu'on prendrait trop de risques à me faire aller au collège d'Aurillac, dont j'aurais dû en principe suivre les cours. On aurait découvert à coup sûr que j'étais juive. Jean-Baptiste Sarost, un ami résistant, enseignant à la retraite, se chargea donc de m'enseigner les mathématiques. Et sous couvert de lui apprendre le catéchisme, c'est le curé de la paroisse qui inculqua les bases de latin à la petite juive. Évidemment, chrétiens ou juifs, nous allions tous à la messe le dimanche, nous fondant ainsi dans la petite communauté villageoise.
Un important maquis s'était formé non loin de Siran, alimenté par les parachutages des Alliés. C'est pourquoi l'armée allemande faisait de fréquentes incursions dans le secteur, avec leur lot de perquisitions chez les habitants, de menaces de mort et d'exactions. D'où aussi la multiplication des dangers que l'on courait. Amparo, ses amis et nous autres, les enfants. Par chance, Amparo avait noué des liens avec Jeanne Olivier, résistante aussi efficace que discrète, employée à la préfecture du Cantal, au bureau des étrangers israélites. Elle était en contact avec les services de renseignement des mouvements unis de résistance, dont la cheville ouvrière était Jean Pourcelet, lui-même chef du bureau du cabinet du préfet d'Aurillac. Dès qu'elle apprenait que les Allemands lançaient une opération dans la région, Jeanne Olivier prévenait le receveur de la poste d'une commune voisine, lequel avertissait son collègue de Siran, M. Rode, qui, à son tour, alertait Amparo Papo. Alors nous allions tous nous terrer ailleurs. Amparo n'était pas que douceur. Elle pouvait être aussi féroce quand la sécurité de ses protégés était en jeu. Un dirigeant local de la Ligue des volontaires français en eut la démonstration. Il avait des soupçons concernant les activités interdites d'Amparo. Elle le savait. Elle le menaça de violentes représailles si nous arrivait malheur. Il se tint pour dit. Des semaines et 2 mois ont passé. Des violents combats ont eu lieu, puis, une fois l'Allemagne vaincue, la guerre s'est enfin achevée. Les rescapés sont rentrés chez eux, du moins ceux qui en avaient encore un. Beaucoup ont alors découvert que leur famille avait été décimée, que leurs proches ou leurs amis avaient disparu à jamais dans les conditions que l'on connaît aujourd'hui. Quant à nous, les petits réfugiés d'Amparo, nous avons fini par retrouver nos foyers respectifs. C'était il y aura bientôt 70 ans. Mais jamais ne s'est éteint en nous le souvenir d'Amparo Papo, de sa flamme, de sa foi, de son courage. Elle nous a quittés en 1987. Elle est toujours présente dans notre cœur. J'ai connu l'existence de Yad Vashem qu'il y a relativement peu de temps par l'ancien député du 10e arrondissement de Paris, Claude Gérard Marcus, à peu près de mon âge. Comme moi, il dut être séparé de sa famille pendant la guerre, caché d'abord à l'école Sacerno, une école catholique de Nice qui avait organisé l'accueil clandestin d'enfants juifs. Il m'a dit qu'il avait fait des démarches afin qu'un l'abbé Roubaudy, directeur de l'école à cette époque, fût honoré comme juste parmi les nations, ce qui s'est produit depuis. J'ai donc découvert que l'État d'Israël avait institué la médaille des justes en hommage et remerciement aux femmes et aux hommes de bonne volonté qui, quelle que soit leur origine, leur nationalité, leur conviction, ont sauvé de l'enfer nazi et de ses alliés un ou des juifs. Alors je me suis dit que faire décerner cette médaille à Amparo Papo, même à titre posthume, serait rendre justice à une de ces héroïnes discrètes, rentrées dans le rang une fois accomplie la périlleuse mission que leur honneur leur avait dictée et qui furent des êtres humains d'exception. C'est pourquoi j'ai fait appel à toi, Henri, à toi, Emo, pour recueillir vos témoignages, et ceux de Jacqueline ajoutés à ceux de Nicole Riflet, pour qu'en notre nom à tous, Yad Vashem se penche sur l'œuvre magnifique de ta mère, Henri, de ta tante, Emo, de notre ami à tous, Nicole et moi. Je salue Yad Vashem France, qui a secondé activement ces démarches, et je remercie les autorités israéliennes d'avoir décerné à notre bienfaitrice l'une des plus nobles distinctions qui a été créée pour saluer les plus nobles d'entre les humains. Pour vous, pour moi, et surtout pour Amparo Papo, je suis heureuse d'avoir été entendue. Je sais que vous l'êtes autant que moi. Merci, Madame, de ces paroles. Je
crois que M. Haïm Papo a aussi un texte à nous dire. Je voudrais essayer de ne pas oublier ce qu'il ne faut pas oublier. En 1940, la guerre éclair après la drôle de guerre détruit la Troisième République française. Ses dirigeants, pressés de se mettre à l'abri, cèdent tous les pouvoirs au vieillissant maréchal Pétain qui décrète l'État français et fait unique en Europe la collaboration avec l'occupant. À Londres, le général de Gaulle, fraîchement nommé, décide au nom de la France qu'elle continuera le combat contre le nazisme. Les historiens s'accordent à penser que Pétain a devancé la pression allemande en élaborant le statut des Juifs et en prenant les premières mesures de spoliation de leurs emplois et de leurs biens. La collaboration organise dans le secret la rafle du Veldiv à Paris et les internements à Drancy et en province, puis les déportations, les supplices et la mort programmée des Juifs européens. Un état de violence et d'abjection antisémite et xénophobe ouvre les pages les plus sombres de l'histoire de France. Face aux ordres, aux lettres de dénonciations anonymes, il n'y a encore qu'une résistance peu puissante et surtout d'autres anonymes qui, au péril de leur vie, préviennent, donnent asile et protègent les familles et les enfants juifs isolés. C'est ainsi que je me retrouve près de ma petite sœur, avant ma mère, à l'abri chez la tante par alliance qu'on honore aujourd'hui à juste titre. On l'honore car bien après la fin des conflits, la Shoah a été prouvée. Les nazis n'ont pas pu en effacer toutes les traces. Les négationnistes continuent à en nier l'existence et permettent aujourd'hui encore à l'idéologie insondable et dévastatrice de l'hitlérisme de se perpétuer sous des formes multiples. L'État d'Israël naissant a décidé d'honorer du titre biblique de juste parmi les nations ceux qui ont résisté au déshonneur. Pour la France, Yad Vashem compte environ 350 000 distingués parmi les anonymes, c'est-à-dire ceux que les survivants eux-mêmes leur ont fait connaître. Pour les millions de morts innocents et pour les milliers de rescapés déjà âgés, aux générations futures, nous demandons, n'oubliez pas de ne pas oublier l'indicible, le silence devant le mal absolu. Bien, M. Papo, je veux juste faire une rectification. C'est 3500, pas 350 000. Bien. Eh bien, écoutez, maintenant nous en arrivons à la remise de la médaille et du diplôme par Mme Joyce Bessy, qui représente l'État d'Israël. Merci. D'abord, laissez-moi remercier la mairie de Malakoff de nous recevoir ici. Madame le maire, merci. Monsieur le conseiller municipal, Madame et Monsieur les représentants de Yad Vashem, Mesdames et Messieurs, chers amis. C'est avec une grande émotion mêlée de fierté que j'assiste aujourd'hui à cette cérémonie de remise de médaille des justes parmi les nations, à titre posthume en l'honneur d'Amparo de los Remedios Otero Papo. Le Talmud nous rappelle que celui qui sauve un être humain sauve l'univers tout entier. Face à une grande majorité silencieuse et passive, les justes parmi les nations ont par leur révolte et leur bravoure ouvert une brèche d'humanité et de liberté dans un pays accablé par la guerre, l'occupation et la barbarie nazie. Il y a eu des personnes, comme Amparo Papo, investies corps et âme dans le sauvetage des Juifs, des êtres humains qui venaient au secours d'autres êtres humains.
qui étaient désespérés. Ils l'ont fait au nom d'un seul et unique devoir, le devoir d'humanité. Au cœur de l'obscurité de ce chapitre de l'histoire de l'Europe, au cours de l'obscurité de ce chapitre de l'histoire de l'Europe, de l'histoire du peuple juif, il y a eu des lumières brillantes de ces héros, ceux-là même à qui l'humanité doit tant de gratitude, ceux-là même envers qui le peuple juif sera redevable à tout jamais, les justes parmi les nations. Depuis plus de 40 ans, le musée mémorial de Yad Vashem à Jérusalem honore la mémoire des hommes et des femmes qui se sont engagés pour sauver la vie des Juifs persécutés. En tant que représentante de l'ambassade d'Israël, j'attache une grande importance à la recherche de ces héros. Amparo de los Remedios Otero Papo, au nom de l'honneur et de la dignité humaine, a brisé le silence qui s'était abattu sur toute l'Europe pendant l'occupation nazie, pour sauver au péril de sa vie Liliane Frangy. Cet hommage revêt une signification toute particulière. En effet, l'histoire des justes doit être racontée, transmise, rappelée aux nouvelles générations, car elle est la preuve que l'homme survit malgré la peur et l'oppression. Les justes montrent le chemin et rappellent que seule la fraternité et la solidarité peuvent sauver l'humanité. Ils nous disent qu'il faut toujours croire en l'homme et le servir. À l'heure où les derniers témoins de la Seconde Guerre mondiale sont de moins en moins nombreux, le combat pour la tolérance, la lutte contre toute forme de xénophobie, de racisme ou d'antisémitisme sont malheureusement toujours d'actualité pour les nouvelles générations. La Shoah, qui même aujourd'hui, 67 ans après, reste toujours inconcevable et gravée dans la conscience du peuple juif et de l'État d'Israël. Elle fait partie désormais de notre vision du monde. Jamais nous ne pourrons oublier les 6 millions d'êtres qui ont été massacrés au temps de la Shoah. Jamais nous ne pourrons oublier ni pardonner les crimes de guerre et de cruauté de la machine de guerre nazie. Mais jamais nous ne pourrons oublier non plus les actes généreux, les actes de noblesse d'esprit et le sacrifice des justes, et nous les chérirons à tout jamais. Je vous remercie. Voilà. On va remettre le micro à sa place. Voilà, merci. Je suis un peu perdu dans mes papiers, mais je vais me retrouver. Je vous remercie, madame. Et je dois vous dire que je suis ému et honoré du titre de juste parmi les nations qui est décerné à ma mère aujourd'hui par vos soins. Je crois que ce titre, elle l'a mérité. D'autant d'ailleurs que, de son vivant, elle n'aurait accepté que Liliane Frangy fasse la demande de ce titre qu'après qu'on en ait convaincu. Pour elle, en effet, il n'y avait pas là un quelconque acte d'héroïsme. Elle a simplement fait, à un moment donné, ce qu'il fallait normalement faire. Pas une fois, après 1945, elle n'a évoqué avec moi cette période de sa vie. Pas une fois, elle en a dit un mot à Marc et Gilles, ses petits-fils, ni à Jo, sa belle-fille. Par contre, si elle vivait encore aujourd'hui, elle aurait probablement souhaité, ses actions passées en témoignent, qu'Alizée, Faustine
et Emma, ses arrière-petites-filles, soient associées à cette distinction. Les millions de morts n'ont pas suffi. Il est encore nécessaire aujourd'hui que ces arrière-petites-filles, et plus largement tous les jeunes, participent à faire reculer l'antisémitisme, à faire reculer tous les racismes, à faire reculer tous les intégrismes, et qu'ils aident à faire grandir autour d'eux le besoin de laïcité, l'avantage du vivre ensemble et la nécessité que soient réglés par la négociation les conflits dans le monde. Elle aurait également voulu partager cette distinction avec Siran, ce petit village du Cantal, dont les habitants, dans leur masse, ont fermé les yeux sur la présence des adultes et des enfants juifs hébergés autour d'elle, et la partager en particulier avec quelques autres, tels Jules et Yvonne Vessière et leur fille Denise, qui ont été des points d'appui tels que sans eux, rien n'aurait été possible. Que tous ces gens soient ici honorés. Et puis mes remerciements vont à Jean-Claude Veil, qui a monté et suivi avec beaucoup de soin le dossier que Liliane Frangy a initié. Mes remerciements vont aussi à Yad Vashem et à Madame Saül et Monsieur Abif, ses délégués, qui ont pris le plus grand soin de préparer le déroulement de cette cérémonie. Je voudrais dire à Madame Joyce Bessis, chargée de recherche aux affaires politiques auprès de l'ambassade d'Israël, qu'elle a eu raison de montrer qu'est-ce que c'est qu'injuste. Merci à Madame le maire de Malakoff pour l'aimable façon dont elle a parlé de ma mère, pour l'aide déterminante qu'elle a apportée à l'organisation de cette cérémonie, en mettant la mairie et des services municipaux à la disposition de Yad Vashem. Merci encore à Madame le maire pour sa volonté de faire poser une plaque à la résidence des personnes âgées Joliot-Curie de Malakoff pour dire que feu Madame Papot, juste parmi les nations, a vécu ici quelques années sur la fin de sa vie. Enfin, mesdames et messieurs, chers amis, chers membres de notre famille, merci de votre présence qui montre pour certains l'attachement que vous aviez pour ma mère, qui montre pour d'autres l'attachement que vous avez à honorer en général les justes par les nations, et qui montre pour tout le monde la volonté et l'acharnement que nous voulons mettre pour veiller ensemble sur les lendemains, car nous savons que le ventre est encore fécond, d'où a surgi hier la bête immonde. Merci. Merci, Monsieur Papot, de votre texte et de votre émotion. Amis, entendu le vol loin des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, les partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez
chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Amis, entendu le vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, entendu les cris sourds du pays qu'on enchaîne. Oh, et partisans, ouvriers, paysans, c'est la marque. Jusque dans nos bras, les objets